Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Mon programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. J'ai l'intention de chercher du boulot. De chercher ou de trouver? De nouveaux chantiers, de nouveaux emplois. Ceci est financé par la Banque d'État de Floride. On travaille pas comme ça. C'est pas professionnel. Et il y a des règles. Peut-être que tu voudrais m'apprendre mon boulot? Pas de panique, nous sommes des professionnels. Il y a des gens qui travaillent ici. Oh, c'est du bon boulot, hein. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue pour les vraies voix de l'emploi ce soir. Merci pour ce jingle, notre beau et talentueux réalisateur avec bien sûr Maxime qui est avec nous, Nicolas Leroy qui est avec moi aussi ce soir, directeur du recrutement du groupe Fiducial et du cabinet Ficoba. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cécile. Allez, au sommaire de cette émission aujourd'hui, l'entrepreneuriat en France est en plein essor, vous le savez, porté par une quête croissance d'indépendance et du sens au travail, un mouvement qui séduit toutes les catégories, y compris les salariés prêts à changer de vie pour devenir entrepreneurs. Une analyse ce soir des motivations, des tendances actuelles avec des invités inspirants, Nicolas. Oui, alors on parle beaucoup des entrepreneurs, les réseaux sociaux en sont bondés en nous vantant le mérite de ce type de travail. Avec nous ce soir, on a donc 4 entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui sont à des degrés différents d'aboutissement de leur entreprise. Donc on va avoir Benjamin Guignot qui a confondé Ornicar, donc qui est une success story à la française et qui en redemande puisqu'il a refondé Scarlett récemment. 2 entreprises aussi bien distinctes, on verra. On a Cassandre Mariton, ancien avocat au barreau de Paris et New York, qui est devenu CEO de Next General Legal Advisory, sa propre entreprise. Avec nous aussi Julia Chican-Vernant, HEC, et qui a lancé sa chaîne de restaurants. Et puis enfin Sylvie Ducrot, qui elle représente Schneider Electric et l'association Dièse qui, elle, accompagne via les grands groupes les salariés à devenir entrepreneurs. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Sylvie Ducrot, merci beaucoup, bonsoir. Vous êtes déléguée RSE France chez Schneider Electric et vous représentez aussi cette association Dièse. Ce qui est intéressant de voir avec vous déjà, c'est peut-être les chiffres peut-être autour de l'entrepreneuriat. Je disais que c'est un secteur en plein essor, c'est-à-dire qu'on devient très tôt entrepreneur ou on le devient à l'issue d'une petite carrière et là on part dans une reconversion. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un chiffre? Moi j'ai un chiffre de 1,2 million d'entreprises créées. Est-ce que c'est la vérité? Effectivement, je suis en phase avec le chiffre. Bonsoir à tous sur l'entrepreneuriat. On est effectivement autour de 1,2 million. Et ce qu'il faut savoir aussi qui est intéressant, c'est qu'on a 40 à 50% des entrepreneurs qui étaient précédemment des salariés. Donc ça revient effectivement à ce que l'on disait sur cette volonté effectivement d'explorer de nouveaux champs d'opportunités professionnelles, d'acquérir de nouvelles compétences, de pouvoir aller chercher également une flexibilité et au cours de sa carrière peut-être une quête de sens qui va devenir différente. Et donc on a de plus en plus effectivement de collaborateurs qui vont se poser cette question à un moment dans leur carrière d'aller vers l'entrepreneuriat. Et c'est la raison pour laquelle effectivement de nombreuses entreprises ont des cellules d'essaimage et vont pouvoir aider leurs salariés à se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Chez Schneider Electric, on a une cellule d'essaimage en interne. Donc, je suis en charge effectivement de l'accompagnement des collaborateurs sur la création ou la reprise d'entreprise. Et c'est une cellule d'essaimage qui est en place depuis plus de 30 ans. Donc, on voit bien effectivement que ça fait partie de l'ADN de Schneider Electric en disant il semblait important de pouvoir, si on veut développer l'esprit entrepreneurial au sein de notre entreprise, au sein de Schneider, de pouvoir aussi accompagner ceux qui veulent aller à l'extérieur. Et aujourd'hui, de par ce changement, on va dire un petit peu des parcours de carrière qui ne sont plus linéaires, de cette volonté des collaborateurs de faire autre chose, il était important pour nous de pouvoir les accompagner et de pouvoir aussi, bien sûr, participer au développement économique du territoire. Alors, on a un invité, Benjamin Guignot, qui est avec nous, cofondateur d'Ornicar et de Scarlett, 2 entreprises à cible bien distinctes. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, Benjamin Guignot. Alors, vous, on sent que vous avez l'entrepreneuriat vissé au corps depuis tout petit, en fait.
Alors depuis tout petit, je sais pas, je viens d'une famille d'agriculteurs dans le centre de la France, donc où l'entrepreneuriat était clairement pas au cœur de toutes nos préoccupations. Mais ce qui est vrai, c'est que moi je sais pourquoi j'ai entrepris. J'ai entrepris parce que les agriculteurs sont un peu des entrepreneurs quand même, hein. C'est un peu des entrepreneurs. Là, c'est de l'héritage familial plus que de l'entrepreneuriat, mais effectivement, c'est leur propre patron. Voilà. Moi, je voulais pas être agriculteur. Hein, j'ai rien contre les agriculteurs, mais j'avais d'autres aspirations. Et moi, j'ai fait des études, certes très bien, classique, école de commerce, mais je voulais autre chose. Je voulais la liberté. Et en fait, la liberté, ça se finance. Et que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était un hack de ma carrière. Donc, je voulais un niveau de vie que un job de salarié classique avec mon parcours scolaire ne me permettait pas d'atteindre. Et voilà, j'ai toujours été hyper au fait et au clair sur ma volonté et mon driver. Et je pense que c'est très important qu'un entrepreneur connaisse bien son driver. Le mien, c'est l'argent, et ça l'est encore. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a poussé et qui m'a un peu porté pendant ces 12 années d'entrepreneuriat, dont les 3 premières étaient effectivement assez compliquées parce que les débuts d'Ornicar étaient tumultueux. Mais aujourd'hui, ce qui m'a plu, c'est de créer des boîtes. Et j'en crée quasiment une par an. Alors, juste Benjamin, vous, la particularité, c'est que vous avez créé dès la sortie de l'école. Je crois que Ornicar, vous l'avez lancé à la sortie de l'école de commerce ou pendant l'école de commerce. Ça, vous avez jamais essayé d'essayer le job de salarié? Jamais, non, j'ai l'impression que jamais. J'ai essayé, mais ça a été vraiment un gros échec. Ça n'a pas duré longtemps et effectivement, je ne supportais pas trop la hiérarchie et le fait de travailler pour créer de la valeur pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'était des concepts qui me plaisaient pas et je me suis lancé. Après, s'il avait fallu avec ma famille, etc., s'il faut que je reprenne un job de salarié un jour, je le ferai. Mais tant que je peux me permettre de créer des boîtes, comme ça, je m'éclate, j'attaque des secteurs différents. Et il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. C'est la vie d'un entrepreneur. Mais voilà, je suis hyper content de ça et je vois qu'effectivement, c'est une filière qui a clairement le vent en poupe. Je reçois énormément de messages de jeunes qui veulent entreprendre et honnêtement, ça me fait plaisir. Même si je constate un léger manque d'ambition des entrepreneurs français qui parfois ont honte d'entreprendre pour les vraies raisons qui sont les leurs parfois, notamment de faire d'acteurs français des leaders mondiaux et les gens n'osent pas afficher leurs ambitions et c'est bien dommage parce que on a des talents super en France, mais on est un peu castré par l'entrepreneur qui réussit, c'est souvent le méchant patron ou le méchant millionnaire. En tout cas, vous donnez une valeur à vos entreprises parce que ce sont des entreprises qui sont vraiment tournées vers les autres. Vous avez dit cette phrase, la seule chose, je voulais être capable de ne rien me refuser. C'est-à-dire que pour vous, l'entrepreneur n'a pas de carcan, pas de limite, pas de frontières. C'est-à-dire qu'on peut tout imaginer. Ce qui n'est pas forcément le cas dans l'entreprise de quelqu'un. En tout cas, c'est ce que moi je me fixe comme règle dans mes boîtes, à savoir aucune. Et je me permets de rêver de plein de choses, de tenter, de prendre des risques. Et j'ai la chance de pouvoir le faire et de pouvoir être soutenu par des investisseurs, donc notamment des fonds d'investissement. Et de toute façon, on ne crée rien de gros sans prendre de gros risques. C'est vraiment une conviction forte. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui me drive dans l'entrepreneuriat, c'est de penser différemment, d'essayer des choses différentes. Il y a encore une fois là aussi, il y a des trucs qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Mais c'est comme ça qu'on arrive à vraiment reconstruire tout un marché. L'auto-école, on a repensé entièrement le fonctionnement d'une auto-école pour que ça soit en ligne. Aujourd'hui, avec Ornicar, on peut... Non, pas facile. Non, que ce soit en ligne et plus facile, c'est ça que je dis. Bien sûr, pardon. Les autres. Bien sûr, oui, en ligne, plus facile, moins cher, où on se base sur l'expérience utilisateur que ressentent nos utilisateurs, parce qu'effectivement, on crée un service pour eux. Et quand nous, on est arrivé en 2013, il y avait 82% de personnes qui étaient insatisfaites de leur expérience en auto-école. Donc pour nous, ça a été un marché. Quand on est entrepreneur, on voit un marché de 2 milliards d'euros, le marché du permis de conduire, on voit un taux d'insatisfaction de 82%. Et c'est clairement la définition même d'une opportunité. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi ce marché et qu'on s'est lancé. Ça n'a pas été facile, mais qu'aujourd'hui, on a rendu la formation au permis de conduire plus facile, effectivement. Allez, vous restez avec nous, puisqu'il y a des entrepreneurs et aussi des entrepreneuses. On n'arrête pas de leur dire depuis des années, osez. Et ben, on a 2 parfaits exemples dans quelques instants. On fait une petite pause. On est ensemble avec Nicolas Leroy jusqu'à 20h. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix de l'emploi avec Nicolas Leroy qui est avec nous, avec de très jolies personnalités. Benjamin Guignot qui est avec nous, le cofondateur d'Ornicar et de Scarlett. Cassandre Mariton qui est avocate au barreau de Paris, de New York, CEO aujourd'hui d'une cabinet qui s'appelle Next Gen Legal Advisory. Julia Chican-Vernin qui est à la tête de Belle Table végétarienne à Paris. Et Sylvie Ducrot qui est avec nous, déléguée RSE France chez Schneider Electric et qui représente cette association qui s'appelle Dièse, qui incite forcément au sein de l'entreprise à se diriger vers l'entrepreneuriat et peut-être qu'elle-même partira bientôt sur l'entrepreneuriat. On était il y a quelques instants avec Benjamin Guignot. Julia Chican-Vernin, vous êtes à la tête, je le dis, de ces 2 tables végétariennes parisiennes. Ça s'appelle Maslow et Philo's, dans des quartiers parisiens. Voilà, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Mais vous, il y a eu quand même à la base une passion pour la cuisine. Il y a quand même quelque chose chez vous, non pas de l'entrepreneuriat, mais en tout cas du contenu de l'entreprise, c'est cuisiner à tout prix. Oui, alors moi, c'est le fil rouge de ma carrière, quoi, si on peut dire. J'ai toujours voulu être dans ce secteur dans lequel j'ai toujours travaillé en réalité, que ce soit en tant que salariée ou aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. Alors mon driver, moi, du coup, c'est plutôt de la liberté, c'est-à-dire je fais exactement ce que je veux dans le secteur qui me passionne. Je ne sais pas si on peut avoir une plus belle vie, c'est assez chouette. Et effectivement, tous les jours, ça parle de nourriture. Alors, à contrario de Benjamin, qui nous l'expliquera peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a quand même essuyé beaucoup de plâtre parce que c'est pas si facile que ça. Sauf que vous avez appris chez Flams, voilà, ce métier. Vous avez en fait, vous avez comme à l'école ingurgité un nombre d'informations qui vous ont servi quand vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat. Oui, j'aurais pas osé, je pense, à la sortie d'école, me lancer tout de suite. J'avais pas d'idée, je n'avais pas les clés, voilà. Et donc je suis allée travailler. Moi, il y a assez peu de différence en l'occurrence entre l'entrepreneuriat et le salariat. Je me suis toujours comportée de la même façon, que ça soit mon entreprise ou pas. Donc j'ai l'impression d'avoir fait de l'entrepreneuriat depuis toujours, mais c'était pas pour. Enfin, l'argent ne me revenait pas toujours, mais peu importe. Nicolas. Alors moi j'avais une question, c'est quand on a fait HEC, qu'on a les plus grands jobs qui vous attendent, les grandes carrières, comment on décide en fait de dire même à ses parents, tiens, je vais me lancer, je vais monter des restos. Est-ce que, enfin, vous avez parlé du driver, mais comment finalement on a ce courage, parce que finalement c'en est un. Alors, le premier courage, c'est plutôt d'aller dans ce secteur-là. Moi, quand je sors de mes études, c'est en 2005. C'est pas un secteur hyper sexy, c'est un secteur d'artisans, en fait, de restaurateurs indépendants ou alors de vieilles chaînes. Et en école de commerce, on vous pousse pas du tout dans ce secteur. On vous dit d'aller dans des grands groupes ou de faire du conseil ou de la banque. Donc, c'était courageux, c'est un grand mot, mais c'était inhabituel, on va dire, d'aller dans ce secteur. Moi, mes parents, ils connaissent ma passion. Une fois que, enfin, je sais pas, j'ai des parents chouettes. Je dirais que c'est ça. Donc ils ont dit cool, j'ai trouvé un job, j'étais casée, ils étaient contents, ça leur suffisait. Et j'ai pas du tout regretté. Et après monter des boîtes, quand on sent que c'est le bon moment, qu'on a envie, on essaye. Moi c'est pas ma première, en l'occurrence, c'est ma 3e en réalité. La première a planté, on peut le dire. C'est un coup d'essai. C'est de la livraison. Ah non, ça a plutôt. Ça, vous l'avez vendu à Sodexo. Vendu, ouais, donc on peut considérer que c'est un succès. Ouais. Et la toute première, j'étais toute seule, donc il y a que moi qui ai vu mon échec. Bon allez, on passe. Non, c'était une appli un peu ambitieuse pour les clés que j'avais à l'époque, mais j'ai appris plein de choses, on apprend toujours plein de choses, et donc aujourd'hui je le fais, c'est la synthèse de tout ce que j'ai appris avant. Je me sens, c'est sûr que j'ai moins peur que si je l'avais fait il y a 20 ans, ça il n'y a pas de doute, c'est la synthèse de tout ce que j'ai appris en salariat et en entrepreneuriat. Alors Cassandra Mariton, vous êtes avocate au barreau de Paris et de New York, CEO de ce cabinet Next Gen Legal Advisory. Aujourd'hui vous êtes à la tête de ce cabinet, dans ce qui est assez rare quand même pour des femmes, surtout sur 2 pays différents. Vous avez commencé vous en entreprise, en cabinet, et c'est en fait c'est ce qui vous a donné la philosophie, parce que vous avez une philosophie d'organisation et de management qui est assez particulier. Oui, tout à fait. Moi, je pense que assez particulière, pardon. Allez. C'est aussi cette chance d'avoir pu continuer à être formé, d'apprendre sur le terrain, d'avoir un véritable contact client aussi en entreprise. Donc d'abord en cabinet, puis en entreprise pendant plus de 10 ans, et l'accompagnement que j'ai eu aussi des services RH. Je dois avouer que j'ai eu cette chance de rentrer en tant que technicienne à des postes de direction juridique, en tant que directeur juridique adjoint, et après on m'a fait confiance.
On m'a fait sortir de ma zone de confort. On m'a confié des rôles opérationnels. On m'a fait changer complètement de métier. Et donc toujours en essayant d'aller un peu plus loin, de se challenger en permanence et finalement d'apprendre à penser business, à penser client. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux transmettre aux juristes et que j'accompagne dans le cadre de cette nouvelle mission. Mais comment saute le pas? Parce que c'est le grand, c'est-à-dire que quand on est soutenu par une entreprise ou par un cabinet, on sait que les clients arrivent. Quand on est face forcément à une nouvelle clientèle ou patientèle, je ne sais pas comment on dit, c'est pas la même chose. De la même manière, moi je crois que j'ai beaucoup de chance aussi parce que c'est cette confiance, au début elle se bâtit, la confiance en soi, on a peut-être tout un peu le syndrome d'imposteur à un moment, mais le fait d'avoir une famille... moi je l'ai encore tous les jours, vous inquiétez voilà. pas. Mais en tout cas, le fait d'avoir une famille qui vous fait confiance, le fait d'avoir des patrons qui vous font confiance, le fait d'avoir donc cette entreprise et puis après des équipes, en fait, je crois que c'est le fait de savoir bien s'entourer aussi. Donc j'ai eu la chance d'être soutenue au moment du passage et puis d'avoir... ça s'est fait assez naturellement parce que c'est des clients qui sont venus me voir en me disant mais tu parles la même langue que nous, en fait je te fais confiance, est-ce que plutôt que d'aller dans ce secteur-là, est-ce que tu viendrais pas nous accompagner également et donc Vous avez pas mal travaillé avant en entreprise, quelques années. Est-ce que c'est pas plus difficile finalement, plus on avance dans la carrière, de se lancer que par exemple comme Benjamin qui l'a fait directement à l'école? C'est d'autres choix aussi. Je pense que c'est vrai qu'avec le temps, on a des responsabilités. J'ai un de mes patrons qui m'avait dit ça aussi en me disant voilà, après, on est habitué aussi à un certain confort, peut-être, mais c'est l'illusion d'un confort. Je crois que ce qui me motive, ce qui est ma passion, c'est cette liberté aussi. C'est le fait de pouvoir aligner ses paroles et ses actes, sans se poser de questions, rester aligné avec ses valeurs, rester authentique. Et je crois que c'est ça qui permet aussi d'alimenter cette confiance, parce que quand on vient voir pour du conseil, il faut avoir cette confiance, le fait que vous allez tout faire pour servir vos clients de la meilleure manière possible. Benjamin Guignot, alors vous êtes rentré ventre à terre, si je puis dire, dans un marché très réglementé en plus avec Ornicar. Qu'est-ce qu'il a fallu dépasser comme barrière? Qu'est-ce qui a été compliqué? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit quand même, bon là c'est un peu touchy, je vais peut-être faire un peu marche arrière. Vous aviez un plan B ou pas? Non, j'avais pas de plan B. Alors, pour répondre vraiment à la question, effectivement c'est compliqué. Vous avez 24 ans, vous pénétrez un marché qui est finalement hyper syndiqué. Les protocoles sont pas mal syndiqués, pas mal organisés sous forme de syndicats. Et vous arrivez avec une volonté de tout changer. À 24 ans, vous faites plein d'erreurs. Vous maîtrisez pas votre communication. Vous avez le profil type du MER2 qui sort d'école de commerce. Et donc, c'est pas hyper facile de vous faire écouter par les professionnels du secteur. Donc, on a commis beaucoup d'erreurs et ça aboutit sur une guerre qui a duré 3 ans avec les auto-écoles traditionnelles, notamment les syndicats qui nous ont attaqués très vite. La boîte a été créée en décembre 2013 et on a reçu la première assignation en avril 2014, donc 4 mois plus tard. Ah, ils ont été rapides sur le coup. Ils ont été plus rapides que pour donner des places d'examen, effectivement. Et donc là, c'était 12 mois de prison ferme, 50 000 euros d'amende par fondateur et l'interdiction de monter une boîte pendant 5 ans sur le territoire français. Donc quand vous créez, vous n'avez pas de clients, pas de chiffre d'affaires, pas d'expérience, pas de track record, rien du tout, et qu'au bout de 3 mois ou 4 mois, vous prenez une assignation avec risque de prison. Évidemment, tout ça, c'est que du papier et il n'y avait pas vraiment de risque. Il y a 2 façons de réagir. Soit c'est, je retourne chez mes parents, à 24 ans, peut-être qu'ils vont me réaccueillir et j'arrête. Soit... J'assume. J'assume et surtout, je me dis, mais pourquoi ils réagissent comme ça? Si toute la profession m'attaque, c'est qu'a priori, on touche du doigt quelque chose qui est énorme. Et en fait, avec Ornicar, j'ai développé une faculté et c'est un optimisme à toute épreuve. Et donc, j'ai une sorte de défaillance intellectuelle où je transforme toute galère en opportunité. Il n'y a pas une mauvaise nouvelle que je n'arrive pas à transformer en opportunité. Et c'est cet optimisme qui m'a permis de tenir. On a eu 27 procès avec Ornicar. On a eu, je pense, une trentaine de contrôles de l'administration dans tous les sens, des contrôles fiscaux, etc. On s'est fait vraiment malmener au début. Et qu'en fait, il faut être fou pour tenir ou, comme dans mon cas, avoir pas grand-chose de mieux à faire. Et malheureusement pour les auto-écoles, j'avais pas grand-chose de mieux à faire que continuer
à me battre parce que je croyais évidemment dans la cause et que le digital devait être au cœur de cette formation, qui est l'examen le plus passé dans le monde. Et c'est comme ça que j'ai tenu. Mais effectivement, c'était pas simple. Oui. C'était pas simple, mais j'ai eu des bons soutiens à la fois personnels, parce que je pense que l'équilibre vie pro, vie perso est une obligation si on veut réussir. Et moi, j'aurais explosé en vol si j'avais pas ma partie vie pro assez stable pendant ces périodes-là. Et le soutien d'investisseurs financiers comme Xavier Niel, Marc Simoncini ou Jacques-Antoine Granjon qui ont été plutôt sans limite, quoi. Alors, je reviens sur la question. Alors, non, dans un instant. Ah, pardon. Ah bah oui, non, mais c'est le principe de la radio, mon cher Nicolas Leroy. Bah oui, il y a encore des choses. Bah oui, non, mais je suis là. Mais gardez votre question, on revient dans un instant et puis on reviendra avec Sylvie Ducrot. Ce qui est intéressant de savoir comment justement on incite et on travaille avec les salariés qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat. Allez, à tout de suite, on est ensemble jusqu'à 20h. Faites pas la gueule, Nicolas, je reviens dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Sud Radio. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi, spécial entrepreneuriat avec des profils qui sont très inspirants, je trouve, grâce à Nicolas Leroy, Benjamin Guignot qui est le cofondateur d'Ornicar et de Scarlett, Cassandre Mariton qui est avocate au barreau de Paris, de New York, je rétrécis, Julia Chican-Vernin qui est à la tête de 2 tables végétariennes à Paris, et puis Sylvie Ducrot qui est déléguée RSE France chez Schneider Electric. Vous vouliez poser une question, Nicolas? Oui, vous avez vu, je ne vous ai pas oublié. Oui, mais c'était pour Benjamin. Vous vous en souviendrez sur mon augmentation. Bien sûr, c'est promis. Mais c'était pour Benjamin. Je voulais savoir si, je reviens sur la question que je posais sur l'âge, est-ce qu'il ne faut pas une part d'insouciance, une petite part de folie justement, au moment où c'est difficile pour vraiment monter une start-up à succès? Est-ce que finalement la raison qu'on acquiert avec l'expérience ne devient pas un frein? Si, probablement. Enfin, je pense qu'il y a effectivement la raison et il y a le fait que, encore une fois, j'avais rien d'autre de mieux à faire. C'est-à-dire que moi, j'étais une boîte financée par des fonds d'investissement. Ouais, Benjamin, non, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que je touchais un salaire que je ne pouvais pas toucher en tant que salarié. J'apprenais, je me construisais un réseau et en fait, voilà, j'avais pas de famille à charge et tout ça est hyper important. Et quand je vois des entrepreneurs qui se lancent à 30, 40 ans, etc., effectivement, je trouve ça beaucoup plus courageux que de le faire en sortie d'études parce que voilà, j'ai pas pris de vrais risques moi personnellement. Au pire, ça faisait une expérience et ça me permettait de retrouver un boulot facilement. Donc il y a de l'insouciance liée au manque d'expérience, mais il y a surtout des risques qui sont pas du tout les mêmes quand vous faites ça sans personne à charge. Alors Sylvie Ducrot, alors vous vous occupez chez Schneider Electric justement de cette association qui permet aux employés de déployer leurs ailes et de devenir entrepreneurs. Tellement vous avez incarné la chose que vous allez faire vous-même le saut puisque vous allez devenir entrepreneuse dans un mois. Qu'est-ce qui permet à tous ces salariés de se dire et qu'est-ce qui fait le déclic, c'est quoi? Et après, votre déclic à vous, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui fait le déclic au niveau des salariés? Peut-être un point qui est intéressant en termes de moyenne d'âge. Chez Schneider Electric, on accompagne à peu près une centaine de collaborateurs par an et c'est 60 créations d'entreprises par an environ. Et on s'aperçoit que la moyenne d'âge est de 45 ans. D'accord. Okay. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a ce souci de bien faire la part des choses, d'analyser les risques, beaucoup plus qu'on peut le faire quand on est plus jeune. Mais là, il y a ce driver dont on a beaucoup parlé, qui est le fait de dire j'ai une passion, soit j'ai envie de vivre de ma passion et je sens qu'il y a une possibilité de le faire, soit je me sens armée. Je sens que j'ai l'expérience, que j'ai le réseau pour réussir, parce qu'on sait très bien que dans l'entrepreneuriat, il faut être bien accompagné, bien entouré, avoir les bonnes connexions pour que ça fonctionne. Et on a des collaborateurs qui vont aller dans des domaines complètement différents. On va avoir des personnes qui vont aller, par exemple, dans la fabrication de bières artisanales, qui vont se lancer en tant que brasseur. Et quelqu'un qui était passionné par ça, qui s'est formé et qui a réussi quand même à mettre aussi du matériel Schneider Electric automatisé pour arriver à faire prendre effectivement, mûrir la bière. C'est pas mal. On a des personnes qui vont aller vers... oui, voilà, il a utilisé ses compétences aussi sur cette partie automatisation. On a des personnes qui ont lancé toute une gamme de crèmes de beauté véganes.
Ouais. Donc là, complètement autre chose, mais c'était quelqu'un qui était passionné aussi par... il avait la volonté de dire, il faut qu'on arrête le plastique. Il faut que j'arrive à créer... Oui, ça c'est de la conviction. Voilà, donc là, conviction forte, je sens qu'il y a un créneau, j'ai des possibilités, effectivement, je suis bien entourée, je peux y aller. Et si je regarde de mon côté, moi, je vais me lancer effectivement dans quelques semaines dans une activité de conseil auprès des entreprises en RSE et qualité vie au travail, qui est quelque chose qui foncièrement depuis 28 ans chez Schneider, dans des métiers de RH, de manager, je vois l'importance effectivement pour l'engagement des collaborateurs sur cette partie RSE et cette qualité de vie au travail. Et donc, j'ai envie de pouvoir partager cette expérience et de pouvoir effectivement faire bénéficier d'autres entreprises. Et c'est ce qui a été dit précédemment, c'est une passion, aller vers de la médiation, aller effectivement vers de la stratégie RSE. Et si en plus on peut vivre de sa passion et essaimer aussi ses idées, ses convictions, mais pourquoi s'en priver? Absolument. Donc, mais voilà, il faut aussi un peu de temps pour cela. Et je voulais préciser, quand on parlait de Diez, peut-être que c'est mal connu, mais Diez, c'est une association qui, avec 13 entreprises adhérentes, dont Orange, Saint-Gobain, Air France, Thales, SNCF, EDF, qui aide en fait l'initiative, développe l'initiative et l'entrepreneuriat des salariés dans les entreprises. Donc, toutes ces grosses entreprises ont des moyens divers pour accompagner leurs collaborateurs dans la création d'entreprises. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant parce que parfois, on a des personnes qui se disent « je ne veux pas rentrer dans l'entreprise parce que c'est peut-être un carcan qui est un petit peu trop fermé ». Mais il faut savoir que le salariat, et on le voit aussi avec vos invités, ça permet aussi de se préparer pour aller derrière vers de l'entrepreneuriat. C'est une rampe de lancement, oui, bien sûr. Voilà, ça peut tout à fait être une rampe de lancement. Ça permet de se faire confiance parce qu'effectivement, des fois, on a ce syndrome en se disant est-ce que vraiment je suis légitime ou pas, d'acquérir une certaine expérience, au-delà de la technique, d'avoir le contact client, de bien comprendre que pour se lancer une entreprise, il faut répondre à un vrai besoin, ce n'est pas uniquement une idée. Mais quel est le besoin ou la problématique à laquelle je réponds. Et donc, Diez, et on le voit avec ces entreprises, il y a plus de 600 à 800 projets de création ou de reprise d'entreprise qui sont tous les ans gérés par l'ensemble de ces entreprises avec des façons de faire qui peuvent être après assez différentes. Alors, je reviens sur Cassandre Mariton parce que c'est rigolo, puisqu'on parlait de rêve de gosse. Alors, si je vous dis Cosby Show, forcément, hein, c'est Claire Extable. Vous rêviez, vous, de faire ce métier de juriste, avocat. Vous êtes bien informé, mais absolument. Je vais tout chercher, moi. C'est vrai que c'est en regardant le Cosby Show petite, je me disais... J'adorais ça. Voilà, cette femme, je la trouvais très équilibrée. Et pour moi, le secret, c'est justement l'équilibre. Donc, c'était une femme qui avait ses enfants, qui était toujours... Enfin, elle était à la fois élégante, intelligente, amoureuse, passionnée. Donc, cet équilibre vie pro, vie personnelle. Et elle m'a beaucoup influencée dans le choix de mes études de droit, absolument. Alors, ce qui vous différencie un peu des autres, c'est que on peut être approximatif sur d'autres entreprises. Là, le droit, la loi, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut une véritable rigueur immédiatement, en fait. Absolument. Il faut cette rigueur. C'est pour ça que la formation est fondamentale. C'est pour ça que la technicité est fondamentale. La confiance, en fait, vous êtes vraiment la confiance. Vous permettez aux dirigeants de dormir tranquille, au business justement de continuer cette pérennité. Et c'est pour ça que souvent on est aussi parfois enfermé dans ce rôle-là. Et toute ma mission aujourd'hui avec Next Gen Legal Advisory, c'est justement d'apporter aux juristes des outils, des armes, d'intégrer des nouvelles méthodes, enfin même de l'intelligence artificielle, pour avoir cette ouverture business, pour véritablement devenir les business partners qu'on attend d'eux. Alors, je me tourne vers Julia, mais aussi vers les autres femmes du plateau. Il y a 40% des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux femmes qui, justement, se disent, tu parlais, Cécile, des enfants, etc. Est-ce que la vie pro, vie perso me semble pas toujours hyper bien respectée chez les entrepreneurs? Est-ce que c'est un blocage, justement, quand on est une femme? Non, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi sur tout et aussi sur l'organisation du coup que vous avez décidé de mettre en place pour votre vie.
Donc si on a envie de rentrer pour voir ses enfants, on rentre pour voir ses enfants, point, en fait. On a souvent l'impression, je pense que les femmes ont souvent l'impression qu'elles doivent être comme il faudrait être. Tributaire d'eux. Oui, voilà. Et donc on se dit, un entrepreneur, ça fait ça. Non, un entrepreneur, ça fait ce qu'il veut. Donc en fait, si elle veut prendre son mercredi, elle fait comme elle veut, en fait. Et elles osent souvent pas faire vraiment comme elles veulent. Elles essayent de coller à une image. Donc faut arriver à avoir confiance en soi. Donc pour vous, surtout. c'est un vrai facteur, l'entrepreneuriat, d'équilibre vie pro, vie perso? Bah oui, parce qu'en fait, la liberté qu'on acquiert avant tout, c'est celle de son temps. Même si en réalité, on est libre de rien, on doit à ses clients, on doit à ses investisseurs, on doit à tout le monde en fait. Mais par contre, vous vous organisez comme vous voulez. L'important, c'est le résultat, en fait. Exactement. C'est ça. Ouais. Et quand on est une mère de famille, c'est hyper précieux de pouvoir bouger son planning quand on veut, retravailler tard le dimanche ou pas, aller prendre les enfants à l'école, aller chez le dentiste. En fait, on ajuste, on optimise vachement mieux. Donc parce qu'on a l'image toujours de l'entrepreneur qui travaille 100% du temps, 7 jours sur 7. Vous aussi, vous confirmez, Cassandre, que c'est une vraie possibilité. C'est une image un peu d'Épinal, ça, l'entrepreneur qui travaille 7 jours sur 7. Je pense qu'on est tout le temps, en fait, vous êtes quand même tout le temps en train de penser à votre projet. Mais en entreprise aussi, finalement, quand on est très impliqué, quand on est très engagé dans une entreprise, c'est la même chose. Pour moi, le fait de pouvoir... c'est vrai qu'on ne réfléchit pas du lundi matin au vendredi soir. Absolument. C'est sûr. Donc la différence entre la vie en entreprise et la vie en entreprise, quand vous êtes passionné par votre job, vous le vivez de la même façon, je crois, dans les deux domaines. Ce qui est important, en revanche, c'est de toujours se rappeler cet équilibre, vie perso, vie pro. C'est un des mes tout premiers conseils que on m'a donné en cabinet d'avocat. Un partenaire qui me fait venir, donc je devais être en première année, qui me dit mais je te vois travailler tout le temps, t'es là le soir jusqu'à minuit, enfin à l'époque c'est ce qu'on faisait, mais rentre chez toi parce que tu sais jamais ce qui peut se passer dans ta vie pro ou dans ta vie perso, et ce qui est fondamental c'est de garder l'équilibre, de pas tout mettre, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et en fait de se rappeler ça en permanence, je pense que c'est le secret pour rester passionné et pouvoir continuer à alimenter son feu. C'est ce que Benjamin disait un peu plus tôt aussi, en disant voilà, c'est l'équilibre de sa vie pro qui lui a donné le carburant de sa vie pro et inversement. Allez, vous restez avec nous, c'est la dernière pause, on revient dans un instant. On verra si ces entreprises vous ont changé, qu'est-ce que ça a amélioré chez vous, qu'est-ce que vous avez découvert de ça, parce que c'est aussi, on ne se jette pas dans une aventure sans qu'il y ait des répercussions dans sa vie. Allez, on fait une pause et on revient dans un instant, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi avec des entrepreneuses et neurs, enfin vous le prenez comme vous voulez. Voilà, on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui avec de belles personnes inspirantes. Benjamin Guignot, j'ai l'impression que depuis que vous avez commencé dans cette trajectoire d'entrepreneur, finalement vous avez assez peu bougé. C'est-à-dire que vous avez appris, voilà, mais je vous trouve toujours peut-être aussi culotté, aussi que vous décriviez à l'époque en disant bah voilà, moi je pousse les murs et puis ça va. Mais qu'est-ce que finalement ça vous a appris de vous? Vous avez le droit de dire que je dis des bêtises, hein, vous n'avez pas. Non. J'ai effectivement toujours eu une liberté dans la parole. Et alors depuis que j'ai eu la chance et qu'Ornicar a réussi, j'ai encore moins de raisons de mesurer et de faire attention à ce que je raconte. Mais aujourd'hui, moi, ce que m'a permis, l'aventure Ornicar m'a appris plein de choses sur le comportement, sur des choses qui sont pas forcément hyper positives. Et je pense que le plus gros enseignement que je retire d'Ornicar, c'est que on ne donne rien aux gentils. Et que j'ai été gentil pendant 3 ans et que j'ai pas pu exercer mon métier et que depuis 2016 je suis devenu quelqu'un de méchant et bizarrement on m'offre beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de facilité. C'est très vendeur ce que vous dites. Ça donne envie de dîner avec vous, je vous le dis tout de suite. mais c'est la vérité. En fait, ces choses-là, personne ne le dit parce que c'est pas hyper politiquement correct et que aujourd'hui, moi, dans les affaires, entre guillemets, dans mon activité avec Ornicar, avec Scarlett, avec Joule, enfin bref, avec toutes les boîtes que je peux accompagner, fonder, etc. Je me rends compte qu'il faut être ferme, que les négociations c'est dur et que si vous êtes gentil, vous serez le dernier servi.
Et voilà. Et donc, c'est pas le monde des bisounours, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça. Mais finalement, Benjamin, vous disiez c'est l'argent votre driver, mais moi, vous écoutez, j'ai plutôt l'impression que c'est la liberté de parole et justement la liberté tout court. Alors vous allez me dire l'argent c'est la liberté, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui est le plus épanouissant chez vous. Il l'a acheté, cette liberté de parole. Mais exactement. Évidemment, c'est l'argent, pas pour avoir le compte en banque le plus rempli de mon entourage, ça je m'en fous. En revanche, de pouvoir avoir la liberté de faire ce que je veux quand je veux. L'année dernière, j'ai passé 1 an à la montagne. J'ai quitté Paris, je demande rien à personne. Et cette liberté, je prends 100%. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre vie pro vie perso. Je prends 100% des vacances scolaires. Et l'été, c'est 2 mois. Pour rappel. Et j'ai aucun problème avec ça. Et celui qui est pas content, je m'en fous. Nous, on est contents si on est invité pendant les 2 mois, et donc il n'y a pas de souci. Avec plaisir, quand vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pour moi hyper important, cet équilibre vie pro vie perso. Moi, je ne crois pas aux entrepreneurs qui finalement mesurent la qualité de leur travail à la quantité d'heures qu'ils fournissent. Je pense que c'est assez absurde et qu'il y a peut-être qu'une petite poignée d'entrepreneurs capables d'être aussi efficaces en travaillant 6 heures par jour que 15 heures. Alors vous êtes en phase avec Julia Chican-Vernin, que vous dites finalement que on vous demandait si être entrepreneur, c'est finalement être à la solde ou d'un agenda que vous ne maîtrisez pas. Mais si, finalement. Non, c'est ça. Moi, je rejoins complètement Benjamin, en fait. Vous faites ce que vous voulez, vous le optimisez comme vous voulez, vous déléguez à qui vous voulez. Vous ne faites pas des choses, vous prenez recul, c'est vous qui gérez. Et effectivement, normalement, votre impact en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, il n'est pas dans la somme de travail, il est plutôt que dans l'impulsion que vous donnez à divers endroits. Mais ça vous a renforcé ou ça vous a changé ? Ça m'a. Alors moi, qu'est-ce que ça m'a. Moi, ce que ça m'a fait, c'est que je suis plus zen, bizarrement. En fait, quand il vous tombe plein de galères, alors je suis pas du niveau de Benjamin quand même encore, mais j'ai eu droit à mes petits procès, mes trucs aussi, et donc j'étais quelqu'un de très anxieux et je le suis quand même moins. Je dors mieux parce qu'en fait, quand vous avez vu que de toute façon, quoi qu'il arrive. En fait, bizarrement, au début, on croit que les galères qui vous tombent dessus, elles sont de votre faute, parce que vous n'avez pas fait quelque chose correctement. Et en fait, quand on comprend qu'elles sont de toute façon, et qu'elles arrivent à tout le monde, et que c'est une histoire de hasard aussi, on les prend plus zen, une après l'autre, même si il y a quand même des nuits où on dort pas, évidemment, mais du coup, je suis plus solide, on va dire, solide sur mes bases. Cassandre Mariton. Moi, je crois que c'est le fait d'avoir le courage de faire des choix, en fait, finalement, et d'assumer ses choix. Et là, on a cette liberté de choisir plutôt que d'avoir des décisions qui nous sont imposées. Ouais. Donc, c'est voilà. Vous adhérez aussi. Voilà, mais profession libérale au départ. Donc, finalement, ça se retrouve dans cette impulsion. De l'entrepreneuriat. Sylvie Ducrot, vous estimez suffisamment forte et ça y est, pour aller toute seule sur ce grand chemin de l'entrepreneuriat ? Exactement, et c'est vrai que là, ce que je vois dans le démarrage, c'est vraiment aussi l'agilité et d'oser essayer. C'est-à-dire que là aussi, quand on est dans le salariat, parfois on attend d'avoir effectivement le projet parfait pour aller le présenter. Là, clairement, il faut accepter de venir auprès des clients avec des propositions, de s'adapter complètement à leurs besoins et d'avoir cette approche hyper agile. On n'a pas la réponse parfaite. On doit être extrêmement à l'écoute, effectivement, des besoins des clients et s'adapter en permanence. Donc, une vraie agilité intellectuelle et une vraie humilité aussi dans l'écoute des besoins des clients. Alors, vous voulez revenir sur les salaires, Nicolas ? En fait, c'est la question que je me posais. Benjamin, on a compris, ça c'est fait. Donc, c'était un vrai... 12 semaines de vacances, voilà, c'est bon. les 12 semaines et le salariat. Mais est-ce que si, par exemple, je me tourne vers Julia, vous avez fait HEC, est-ce que finalement, le salariat, en termes de rémunération, si on vous comparait avec vos autres amis, collègues de promo, etc., comment vous arrivez à situer parce qu'on se dit toujours, c'est plus confortable d'être salarié, moi en tout cas au départ, que d'être entrepreneur. Alors là, à date, c'est sûr que j'ai presque tous mes amis qui gagnent beaucoup plus que moi. Ça, il n'y a pas de débat. Mais mon entreprise, j'en ai recommencé une autre, ça fait 2 ans. Donc, je sais aussi ce que je peux en attendre. Je suis confortablement payée si on regarde la majorité de la population. J'ai déjà gagné plus dans ma vie et j'espère gagner beaucoup plus aussi parce que quand même, un jour, j'ai envie d'arrêter de travailler et avant la retraite, j'aimerais bien, et de faire ce que c'est rigolo. Vous voulez arrêter de travailler ?
Oui, au fond, je crois que j'aime pas vraiment ça. C'est bizarre. Hein. Ouais. En fait, je préfère les vacances. Vraiment, toujours. Il n'y a pas de débat. Mais vous n'êtes pas mariés tous les deux, on est d'accord. C'est ça. Parce que je me dis, en fait, c'est un couple et ils nous l'ont pas dit. Non, mais voilà. Donc, je pense que puis on gagne aussi. Voilà, il y a d'autres. On gagne en revendant son entreprise. C'est ce que j'allais dire. Finalement, choses, l'entrepreneur, son vrai capital, c'est de revendre l'entreprise. Je pense que ce que Benjamin peut le confirmer, c'est aussi comme ça que l'entrepreneur se projette, même quand c'est difficile d'un point de vue rémunération. Tout à fait. Je pense que, moi, ce que j'ai toujours dit, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je partage la valeur avec les salariés, avec des plans d'intéressement et le fait de donner des actions, c'est que pour moi, le salaire rémunère le travail et pour le coup, les actions rémunèrent l'impact. Voilà. Et tout le monde n'a pas forcément le même impact dans une entreprise et que aujourd'hui, pour toutes les boîtes que je monte, je fais bien la différence entre les personnes qui travaillent et leur travail est très important. Néanmoins, il y a des personnes pour qui l'impact est pas du tout le même et c'est ces personnes à qui j'octroie du capital et c'est la vraie richesse d'une entreprise, c'est son capital. Et bon, forcément, je me retourne vers vous, Cassandre Mariton. Vous êtes forcément un petit peu à part parce qu'il y a un gros risque quand même. C'est une entreprise, généralement un cabinet d'avocats, il y a du risque, ce qui est un peu plus compliqué qu'une autre entreprise classique. Oui, et alors après, il y a l'approche cabinet d'avocats où vous allez servir de manière traditionnelle en tant qu'avocat et cette partie plus avec NextGen où on fait du conseil et de l'accompagnement. Mais là, c'est peut-être où je suis peut-être un peu plus naïve. Je pense que il y a toute une partie où, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, sky is the limit, justement. Ouais. Donc oui, peut-être que vous avez parlé de ça tout de suite, mais ça peut être infini. Et en revanche, moi, la richesse que je trouve dans mon travail aujourd'hui, c'est le contact humain, absolument. C'est le retour que vous avez justement de ces clients. C'est ce qui me plaisait en entreprise, c'était le fait de voir cet engagement, le fait de voir, de redonner envie en fait aux collaborateurs, de créer cet engagement et là d'apaiser vos clients, et d'apaiser les clients. Et aujourd'hui, voilà, de transmettre ça. C'est beaucoup plus ça mon moteur finalement parce que j'ai la chance de pouvoir avoir un équilibre en dehors. Donc je pense que ça veut dire que vous ne vous imaginez pas tout de suite vous arrêter par exemple quand vous aurez ce qu'il vous faut comme nos deux invités. Donc, alors, moi, je suis passionnée par ce que je fais et je le fais. J'ai la chance de le faire par plaisir. Ma mère aujourd'hui a plus de 70 ans, travaille encore. Ma grand-mère a travaillé jusqu'à plus de 80 ans. Donc en plus je viens d'une famille de femmes qui apprécient le fait de, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, le fait de l'entreprise m'a donné des ailes et j'ai envie de transmettre et de continuer à rendre aujourd'hui, donc tant qu'on voudra de moi, voilà. Benjamin Guignot, les femmes entrepreneurs, vous avez 30 secondes. Est-ce que aujourd'hui elles peuvent venir vous voir avec de belles idées? Évidemment, moi je trouve ça super. J'ai d'ailleurs investi dans plusieurs boîtes montées par des femmes et c'est clairement une gestion totalement différente, mais probablement beaucoup plus rassurante quand on est un investisseur. Donc moi je suis évidemment très très pro entrepreneuriat chez les femmes et je pense que de toute façon la répartition des tâches, les enfants, etc., c'est aussi bien à l'homme qu'à la femme de le faire, donc ça change absolument rien. Et voilà. Et j'aime beaucoup la façon et le point de vue des femmes, la façon de gérer, et ça m'apprend beaucoup parce que j'en suis assez loin. Merci. Voilà. 1000 fois en tout cas d'avoir été avec nous, Benjamin Guignot qui était avec nous, Cassandre Mariton, Julia Chican-Vernin et Sylvie Ducrot, et merci beaucoup à Nicolas Leroy d'avoir monté cette émission. Dans un instant.